À nous. En tout cas, merci à tous d'être là pour ce webinaire, donc en partenariat avec Google et Stack Labs, pour vous parler d'Istio. Et donc, on va commencer par petite présentation d'Alexis sur le pourquoi d'Istio et d'où ça vient. Alexis, je te passe la main. Très bien, merci. Je vais passer de présentation. Hop. Très bien, tout d'abord, je suis tout à fait heureux de m'associer à cet événement avec Stack Labs. Je voudrais vous remercier tous les deux et Stack Labs du travail que vous avez fait déjà jusqu'à présent pour promouvoir Istio et l'expliquer au plus grand nombre et de continuer ça aujourd'hui. Donc moi, ce que je voulais faire là, en quelques minutes, c'était peut-être revenir un petit peu en arrière pour essayer de comprendre quel est le problème que Istio essaye de résoudre en remontant un petit peu le temps. En le remontant, en regardant un petit peu l'histoire au travers de Kubernetes et peut-être même avant Kubernetes, parler un petit peu de Borg. Donc Borg, c'est quelque chose qui est un système interne chez Google qui est né autour de 2003, où on a popularisé, en tous les cas en interne chez Google, l'idée que les ressources informatiques devaient être considérées comme du bétail et pas comme des animaux domestiques. La différence étant fondamentalement que du bétail, on y fait référence avec un chiffre, un nombre, alors qu'un animal domestique, ça a plutôt un nom. Le bétail, ça n'est pas unique, alors qu'au contraire, bien sûr, un animal domestique le sera. Un animal domestique, lui, aura besoin de beaucoup d'attention. Par contre, quand il s'agit de bétail, eh bien, en tous les cas dans le domaine des serveurs, on va pouvoir rebooter la machine et ça ne prêtera a priori pas conséquence si tant est qu'on ait effectivement considéré toutes ces ressources comme étant des ressources que l'on peut remplacer les unes par les autres. C'est aussi, Borg, l'occasion chez Google de standardiser, de généraliser même plutôt l'utilisation de containers. Donc on est en 2003, donc il n'y a pas de Docker encore à l'époque. Néanmoins, il y a plein de technologies sous-jacentes dans Linux auxquelles Google a contribué et qu'on utilise de manière très très large. À cette époque-là, on est déjà autour de quelques milliards de containers lancés toutes les semaines. Donc ça, c'est important parce qu'une fois qu'on a des containers, on va être capable de faire ce qu'on appelle du bin packing, c'est-à-dire de les placer physiquement sur des machines, tout en regardant de près le taux d'utilisation CPU, mémoire et bande passante pour essayer d'avoir le taux d'utilisation des machines le plus proche de 100% pour avoir, à l'échelle à laquelle travaille Google, véritablement des économies qui sont intéressantes et donc la meilleure utilisation possible, en fait, d'avoir un cloud interne qui a une valeur de par les économies qu'elle peut faire. C'est aussi l'époque où on a créé quelque chose qui s'appelle Paxos, donc qui est le Persistent Store, l'endroit où on va stocker toutes les configurations de manière globale et de manière distribuée et néanmoins hautement disponible. Et globalement, finalement, Borg, c'est un système d'exploitation à l'échelle du data center, et ce, en 2003. Si on avance un petit peu vers Kubernetes, en fait, pas seulement un petit peu, mais une décennie plus tard, Docker a fait son entrée fracassante dans le monde, non pas du cloud, mais du développement et des ops. Kubernetes va s'appuyer sur cette popularité et permettre d'aller au-delà du simple container. Un container tout seul, ça apporte beaucoup de choses. Ça permet d'avoir une reproductibilité et un packaging très intéressant, mais on ne s'occupe finalement que très peu de tout ce qui est monitoring, scheduling, dont je vous parlais à l'instant, pour optimiser les ressources, découvrir les différentes ressources, gérer les configurations, gérer la montée en charge, gérer la sécurité. C'est autant de choses que Kubernetes se propose d'adresser en 2014. C'est un peu, de ce point de vue-là, une sorte de réincarnation de Borg. C'est pas la mise en open source de Borg, mais c'est beaucoup de bonnes idées de Borg qui ont été reprises, avec quelques autres concepts qui ont été, on espère, améliorés. Des choses comme les labels, par exemple, qui n'existaient pas dans Borg, dans Kubernetes. La seule manière de faire un groupe de ressources, c'est de leur associer les mêmes étiquettes, les mêmes labels. Et là, on en est en 2014 à plusieurs milliards de containers démarrés par semaine chez Google pour faire tourner essentiellement toutes les ressources Google, hein, bien sûr, qu'il s'agisse du search, de Google Mail, de Google Maps,
de toutes ces choses-là, c'est autant de choses qui tournent dans des containers. Ce qui, à mon avis, a fait le succès de Kubernetes, c'est bien sûr la technologie, mais c'est peut-être aussi, et peut-être même de manière plus importante, la communauté qui s'est constituée derrière, avec une valeur qui était celle de contribuer à un projet open source qui change et qui a changé un petit peu la manière de voir l'informatique de nos jours. Il y avait deux choses que je voulais mentionner également sur Kubernetes. La première, c'est que la valeur, elle vient du fait qu'on va pouvoir faire tourner Kubernetes partout, non pas seulement dans le cloud, non pas seulement sur nos environnements, mais pourquoi pas en on-premise, donc sur nos propres data centers, mais potentiellement aussi dans les environnements distribués et dits hybrides qui se répartissent, donc à la fois sur du cloud, mais sur des environnements privés également. Il est tout à fait agnostique quant au langage de développement qu'il utilisait, et là aussi, c'est quelque chose d'important. Les points dans les fonctionnalités, j'allais dire, ou dans la démarche technologique d'implémentation de Kubernetes qui me paraissent importants, c'est l'aspect approche déclarative. Il ne s'agit pas d'être impératif sur démarre un nœud, démarre un cluster, démarre un container sur tel nœud de mon cluster, mais plutôt voici mon état idéal. Débrouille-toi pour y arriver. Et mon état idéal, c'est avoir 5 copies, par exemple, de mon container à un instant donné. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et dernier point qui a été développé avec le temps et avec la communauté autour de Kubernetes, c'est tous les points d'extension et en particulier les custom resources qui vont permettre de construire beaucoup de choses au-dessus de Kubernetes. Chez Google, Kubernetes, concrètement, au-delà de la contribution au projet open source, c'est Google Kubernetes Engine, connu aussi sous le nom de GKE, qui est une implémentation complète, comme on dirait, fully managed, dans le cloud de Google, de Kubernetes, où on démarre son expérience avec Kubernetes en créant un cluster, et non pas en installant toutes les couches sous-jacentes, tout ça est géré pour vous automatiquement. En avançant un petit peu, donc ça, c'est les contributions qui ont été faites à Kubernetes au travers des années, et vous voyez qu'il y a une très forte diversité. Je ne vous cache pas que le plus gros contributeur reste aujourd'hui Google, mais que pour autant, on a beaucoup de bonnes idées qui sont intégrées et qui ne viennent pas uniquement de Google. Alors, vous connaissez très certainement Kelsey Hightower, et si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui est très intéressant dans la mesure où il a incarné pendant assez longtemps Kubernetes et son évolution. Et il est typiquement, il faisait des keynotes dans les conférences de type KubeCon. Et assez rapidement, il était très intéressé par les aspects API de Kubernetes. Et peut-être un petit peu plus tard, mais malgré tout assez vite, il a commencé à expliquer non seulement la valeur de Kubernetes, bien sûr, mais aussi le fait que le niveau d'abstraction de Kubernetes était certes très intéressant, mais peut-être pas le meilleur pour l'ensemble des utilisateurs, des développeurs, des ops, des gens qui sont capables de travailler dans ces environnements-là. Ça ne veut pas dire que Kubernetes n'est pas utile, simplement que le niveau d'abstraction n'est pas bon et qu'il va falloir peut-être faire disparaître Kubernetes au-dessus d'un certain nombre de couches d'abstraction. Beaucoup ont commencé également là à utiliser Kubernetes avec des microservices en distribuant et en redécoupant et en créant des dépendances entre ces différents microservices sur Kubernetes. Et on s'est rendu compte que finalement, c'est un peu le problème des microservices d'une manière générale, c'est que le monolithe, il était facile à manager. On savait dans quel état il était à un instant donné. Tous ces bouts qui communiquent les uns avec les autres, avoir une vue globale, avoir une sécurité globale, avoir des politiques globales à travers différents microservices, c'est quelque chose qui est un vrai challenge. Et un challenge que Kubernetes n'adresse pas véritablement. Et c'est pour ça que Istio est arrivé assez rapidement pour essayer de résoudre ces problèmes-là. Et fondamentalement, Istio, il essaye de faire deux choses. La première, c'est de découpler tout ce qui est du domaine des ops, du dev. Alors, ça ne veut pas dire que DevOps, c'est une mauvaise idée, ça veut simplement dire que si on veut se focaliser sur les opérations, on peut ne faire que ça. Et de la même manière, si on veut se focaliser uniquement sur le développement, et c'est ce qui est écrit ici à droite, c'est en étant capable de changer le comportement d'un service, de changer le flow d'interaction des différents services les uns par rapport aux autres sans changer de code, simplement avec des opérations de déploiement,
ou d'administration, eh bien, on doit être capable de le faire. Et ce découplage est quelque chose qui va donner une agilité quasi infinie dans les développements. Et donc, on est arrivé avec Istio à populariser, je pense, un terme qui s'appelle le service mesh, où on est toujours sur un environnement indépendant du langage qu'on utilise pour programmer et qui permet de manière transparente de reprogrammer la manière dont différentes applications qui existent sur les réseaux interagissent les unes avec les autres. Donc, c'est vraiment ça l'objectif d'Istio. Et donc, on est arrivé en 2017 à la mise en open source d'Istio, ou au démarrage plutôt du projet Istio, avec des acteurs dès le début qui étaient, IBM, Pivotal, Red Hat et d'autres encore. Et en à peu près un an, en 2018, on est arrivé à une version 1.0. Depuis, on a beaucoup travaillé sur les aspects performance, sur les empreintes mémoire, sur la scalabilité. Une fois qu'on introduit une technologie qui se veut, en l'occurrence ici, une extension à Kubernetes, c'est important de ne pas introduire de problèmes de performance ou de sécurité d'ailleurs également. Et donc, pour ce qui est de Google, concrètement, de la même manière que nous avons GKE, donc Kubernetes Engine, cette version fully managed de Kubernetes, nous avons quelque chose qui s'appelle Anthos Service Mesh, ou connu aussi sous le nom de ASM, qui permet de fournir une version fully managed de Istio, s'exécutant dans différents environnements. Alors, non seulement sur GKE, quand il s'agit de déploiement dans le cloud Google, mais également sur des versions on-prem et donc dans les environnements hybrides. Et le but est d'avoir quelque chose qui soit complètement provisionné pour vous et complètement sécurisé. Et donc, bien sûr, nous participons très activement au projet open source et à la gouvernance et globalement à l'évolution du projet Istio. Et nous avons par ailleurs donc ce produit commercial qui s'appelle Anthos Service Mesh, qui a pour objectif de fournir cet environnement pré-packagé sans avoir à installer différentes briques. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser entre les mains de gens particulièrement compétents en la matière. Et donc, je vais repasser la main à Nicolas et Kevin. Merci Alexis. Merci Alexis. Est-ce que vous voyez mes slides? Je pense que oui. Pas encore. Moi, je les vois. Ouais, pas encore. Alors, si je les vois peut-être, mais... Hop. Ouais. Voilà. Je pense qu'on est bon là. Ouais, je les ai. Donc, en tout cas, merci Alexis pour cette très bonne introduction. Donc, on va parler, certaines choses, on va les redire, mais c'est pas bien grave. Donc, en tout cas, merci à vous tous d'être présents aussi nombreux pour cette session. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est comment aller encore plus loin avec Istio et comment faire que ce soit Istio devienne un outil pour vous, votre meilleur ami potentiellement et aussi le meilleur ami de votre cluster cube. Donc, on part d'un monde qui change. Alexis en a parlé, des microservices aujourd'hui, alors qu'avant, on était sur un monde assez monolithique. Moi, pour dire, j'ai même livré des applications qui contenaient leur database, une vraie database, in-memory, dans des monolithes. Et du fait de Docker, on est arrivé à un monde, alors j'ai joué avec Docker, c'était même pas prod ready à l'époque, 0 point quelque chose. Docker s'est amélioré depuis. Mais grâce à Docker, en fait, on a réussi à scinder nos monolithes et à avoir une logique où on va amener, et c'est pas que du buzzword, on va amener de la scalabilité sur certaines fonctionnalités de nos applis où potentiellement le paiement doit être plus scalable que la partie recherche sur votre site d'e-shopping, par exemple. Et donc, le problème, c'est que quand on commence à scinder tout ça, on arrive à des extrêmes. Donc là, on parle de très gros du domaine, que ce soit Netflix ou Amazon, où il n'est même plus possible de se représenter la totalité des choses qui tournent dans l'environnement de nos microservices. Et pour aider à gérer plusieurs microservices, au début, on n'avait que des conteneurs. Donc, Kubernetes est arrivé et Kubernetes est un outil qui nous aide parce qu'en fait, c'est difficile de gérer tout ça en prod. Et là, j'ai inversé de slide, je suis désolé. Donc, en fait, tout ça est difficile à gérer en prod. Et pour ça, on a Kubernetes qu'Alexis a présenté qui va nous aider à faire certaines choses, mais il n'arrive pas à régler tous les problèmes. Et en fait, ce n'est pas sa responsabilité forcément. Donc, pour ça, il y a Istio qui est le projet dont on va vous parler dans les prochaines, pendant la fin de cette session.
Donc tout d'abord, pour me présenter, je suis Kevin, donc Google Developer Expert sur la partie Google Cloud, CTO chez Stack Labs et GitLab Hero. Je suis fan d'open source, de code. Vous pouvez me contacter sur Twitter si vous avez besoin. Vraiment, en tout cas, n'hésitez pas. Et je suis Nicolas Lewinsky, donc je suis développeur back chez Stack Labs, donc, sur tout ce qui est techno cloud. Je suis certifié cloud architecte. Et voilà, donc le bac, c'est vraiment des technos. Les technos du bac, c'est des choses qui me passionnent. Tout ce qui est langage efficace et qui permet de faire des trucs vraiment sympas. Pour parler un petit peu de Stack Labs quand même, on est une boîte de service qui existe depuis 2 ans et demi entre France et Canada. En fait, on est spécialisé dans tout ce qui est techno cloud. On est donc partenaire AWS et partenaire premier Google, qu'on remercie d'ailleurs de nous aider pour ce webinaire, de participer avec nous. Donc en fait, nous on est là pour pas faire du volume, mais plutôt apporter en fait un service d'expertise et accompagner nos clients dans des phases amont d'architecture et de développement. Et quand le produit en fait ou la méthode elle est mature, eh ben on se retire, on va aider d'autres clients. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, bosser avec nous, surtout n'hésitez pas sur Twitter, par mail, par Slack, par ce que vous voulez, par pigeon postal si vous voulez. Alors, en introduction, en fait, Kevin a parlé de conteneurs, de Docker, de Kubernetes, Alexis aussi, de cloud, d'Istio, bref, beaucoup de buzzwords. Hein. Donc, c'est un message qu'on veut vous faire passer ici, c'est que ce soit Kubernetes et d'autant plus Istio, ne l'utilisez que si vous en avez besoin. N'y allez pas parce que c'est le trendy word du moment. Si vous avez un service que vous faites tourner dans un cluster kube, bah, ça sert à rien. Faites pas du kube, faites pas du Istio. Maintenant, si vous avez besoin, oui, allez-y, c'est prod ready et c'est là pour vous aider. Donc Istio. Alexis en a parlé. Istio, c'est né du travail donc en commun de Lyft, Google et IBM. Donc Lyft, concurrent d'Uber, qui ont créé Envoy, le proxy qui est utilisé écrit en C++, qui est utilisé dans Istio. On le verra après. IBM qui a racheté Red Hat maintenant il y a quelques temps, et donc Google qui a créé Kubernetes. Il faut savoir, donc on l'a vu que c'est un projet assez jeune, 3 ans, mais bon, quand on sait que Kubernetes a 6 ans, et ben Istio a quand même la moitié de vie, et à la moitié de vie de Kubernetes. Donc c'est certes un projet assez jeune, mais dans la vie de Kubernetes, on est sur quelque chose qui a quand même un petit peu vécu maintenant. Et au début, sur la V1, bah, comme disait Alexis, ça a démarré en open source, il n'y a rien qui marchait. Et maintenant, 0.1. J'ai dit quoi? J'ai dit 0.1. Bon, la 0.1. La 0.1 ne marchait pas et la 1.0 marchait, elle. Ouais, voilà. Et donc là, on en est à la 1.6 qui est vraiment prod ready et qui a vu beaucoup de simplification, beaucoup d'optimisation arriver. Et donc, le but d'Istio, si on s'en tient à la définition officielle, c'est développer des applications en microservices fiables avec peu ou pas de couplage et qualifiées pour la production. C'est vraiment un outil pour vous aider à faire vos applications en microservices dans un cluster Kubernetes, mais pas forcément. Parce que, en fait, Istio, c'est agnostique d'un point de vue technologique sur 2 points. Donc, c'est agnostique de la technologie qui tourne en dessous, que ce soit du Go, du Rust, du Java, ce que vous voulez. Ça va marcher. Et c'est agnostique de l'infra. Parce que, oui, donc nous, on va le voir dans Kubernetes, mais vous allez pouvoir vous en servir sur de la VM. Typiquement, c'est fini le monde où on disait « Ah, bah ma DB, elle tourne pas dans mon cluster Kubernetes. Comment est-ce que je fais pour la manager depuis un groupement séparé, en tout cas en dehors de mon cluster ?» Bah ça, vous allez être en mesure de le faire avec Istio. Alors ensuite, on va voir l'architecture d'Istio avant de creuser dans ses fonctionnalités. Donc si d'abord on se représente où se trouve Istio dans l'échelle des concerns par rapport à ce qu'on avait avant Istio, on pouvait se représenter notre application en haut, une boîte noire qui reçoit des requêtes HTTP, qui fait des trucs avec, qui stocke les résultats en BDD et voire des fois qui répond. Donc ça, c'est notre app. Et en dessous, il y a Kubernetes. Donc lui, il va demander du provisioning de machines sur un cloud provider ou on-prem, scheduler les pods aux bons endroits, faire en fait tout ce qui a trait au déploiement. Et au milieu vient se mettre Istio, donc c'est ce qu'Alexis a cité, un service mesh, et il va prendre le contrôle du réseau. Et en prenant ce contrôle-là, il va pouvoir faire plein de choses, on va le présenter après. Mais par contre, quand on regarde ça, on peut se poser des questions. Parce qu'au final, dans Kube, il y a une notion de network, par exemple le network policy. Istio vient au-dessus, et donc potentiellement, il va falloir faire attention à se dire, ce que Kube fait, va peut-être pas falloir contredire ce que va faire Istio. Et d'ailleurs, votre application, elle pourrait faire du retry, et Istio va vous aider et va pouvoir le faire pour vous. Donc,
encore une fois, il va falloir bien vérifier que ce que vous le faites au bon niveau d'abstraction pour laisser de manière la plus simple possible. Et comme disait Alexis, encore une fois, se concentrer sur son code, par exemple, au niveau applicatif et ne plus se dire que l'infra est fiable parce que en dessous, les couches vont nous permettre de l'être. Donc, si on regarde les différents composants d'Istio, il y a, comme dans le monde cube, le data plane et le control plane. Si on creuse dans le data plane, en fait, ce data plane, c'est un proxy. C'est Envoy qu'on a cité tout à l'heure, donc développé par Lyft, qui est déployé au sein de vos pods, à côté de vos applis. Donc là, par exemple, une appli Kotlin Micronaut. Et quand cette appli, elle va vouloir parler à l'extérieur, en fait, par une réécriture répétable, elle va parler au proxy. Elle le sait même pas. Pour elle, tout est transparent. Et en fait, le proxy va prendre toutes ses requêtes. Et quand il doit parler à quelqu'un d'autre, il va parler à un autre proxy qui sera déployé à côté d'une autre application, ici en Python Flask. Et en fait, c'est ça, prendre le contrôle du réseau, c'est que il n'y aura de la communication qu'entre proxy et proxy au sein du namespace où vous aurez activé Istio. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de l'activer partout. Mais quand c'est fait, vous allez avoir ce genre de choses. Et vu que le proxy est au milieu de toutes les communications, il est capable de récupérer des métriques qui vont être postées sur des systèmes externes, API, Cloud Monitoring, Datadog, Zipkin, New Relic, en fait, ce que vous utilisez. C'est vraiment très pratique pour ça. Si on regarde côté control plane, dans le passé d'Istio, ils avaient un control plane qui était en microservice. Ils avaient fait le choix d'utiliser plein de choses. Donc, il y avait Pilote, Galet, Citadel, Mixer et compagnie. Ils en sont revenus parce qu'en fait, dans leur logique, les microservices n'avaient pas d'intérêt. On n'avait pas d'intérêt de migrer qu'un composant plutôt qu'un autre. Donc, ils ont tout mis au sein du même composant qui s'appelle IstioD. Et en fait, quand vous allez déployer tout ça, dans votre cluster, vous allez avoir IstioD dans son namespace, donc c'est l'Istio system, un peu comme Cube en fait, et des proxys qui vont être déployés dans les différents namespaces que vous aurez activés, et ça va permettre entre IstioD et les proxys d'avoir une communication pour pouvoir prendre le contrôle du réseau et faire de la direction réseau comme vous le souhaitez. Et donc, ce que Istio va nous permettre, c'est, on va dire, 4 fonctionnalités. Il va nous permettre d'observer ce qui se passe dans notre application, de pouvoir connecter nos différents services, de pouvoir les contrôler, d'amener des features supplémentaires que ce qu'on a de base dans Cube, et de les sécuriser à un niveau supérieur de ce qui est proposé par Cube à la base. On va commencer par l'observabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des clients là aujourd'hui qui vont sur Istio et qui nous disent « Nous, on veut y aller parce que ça nous permet d'avoir une super observabilité sur notre cluster. » C'est vraiment pour ça qu'on veut y aller. C'est la raison numéro 1 pour laquelle on y va. Derrière, on servira peut-être de ce qu'il y a, mais c'est vraiment pour ça qu'on veut y aller. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment utile. Si on regarde, par exemple, là, on a un bout de Java dans un microservice qui tourne avec 2 fonctions, une qui s'appelle para, une qui s'appelle sec. Et en fait, ces 2 fonctions, elles diffèrent par un détail. C'est qu'il y en a une qui va être faite en parallèle et l'autre en séquentiel. Bon, c'est pas problématique au niveau de l'application, ça va juste pas être optimal. On va réduire les perfs de notre service. Et ça, en fait, si ça va passer la code review et que ça arrive en prod, ça va être compliqué à observer. Sauf si on a quelque chose qui est super, qui s'appelle des traces distribuées. Alors là, c'est avec Jaeger. Jaeger qui vient vous permettre d'avoir des traces distribuées directement et c'est packagé avec la version open source d'Istio. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est la même représentation que les 2 fonctions qu'on a vues juste avant. Donc sur la partie haute, on voit que les 2 barres turquoises, elles sont en fait en parallèle, alors qu'au niveau des 2 barres turquoises sur la partie séquentielle en bas, elles sont faites l'une après l'autre. Donc on est sous-optimal, on va dire, sur notre service. Et ça va être très difficile à observer si on n'a pas ce genre d'outil de visualisation. Donc Jaeger, un outil. Un autre, c'est Kiali. Kiali va vous permettre d'avoir la topologie de votre cluster, de voir par où passent les requêtes, au niveau du pourcentage de requêtes sur tel composant, et va vous permettre vraiment de pouvoir observer comment le trafic HTTP en fait dans votre application. Il va vous permettre également d'avoir tout un ensemble de métriques et d'informations en fait sur votre cluster, un peu comme ce qu'on a chez les cloud providers directement. Donc là, c'est la version packagée dans open source qui arrive avec la version Istio open source. Sur certains points, ça vient même un peu concurrencer ce qu'on retrouve chez les différents cloud providers. Donc ça, vous l'avez directement dans Istio. Et un outil vraiment super intéressant, c'est Grafana.
Grafana, ça va vous donner toutes les métriques on va dire vraiment l'état de santé de votre application, avec tout un ensemble de métriques que vous allez pouvoir observer en fait dans l'outil. Si vous avez un open space en ce moment, alors c'est peut-être pas trop le moment, mais si en tout cas vous avez un open space au travail et que vous avez de la prod, mettez ça sur une télé ou un grand écran si vous n'avez pas de télé. Et vous aurez du trafic de prod et vous verrez vraiment ce qui se passe au niveau de votre application. Ce qui est bien avec Istio, c'est qu'en fait, il vous crée un dashboard automatiquement à chaque fois que vous déployez un nouveau service. Vraiment, tout ça, c'est super. Et surtout, tout ça, c'est open source et c'est gratuit. Maintenant, c'est gratuit, certes, va falloir le maintenir. Je vous ai parlé de Grafana, de Jaeger ou de Kiali. C'est des outils qui ont un state et qu'il va falloir maintenir, ou en tout cas entretenir, parce que ces outils deviennent vraiment utiles uniquement quand vous avez des problèmes en prod. Et c'est pas à ce moment-là qu'il faut se rendre compte que, ah mince, on n'a pas géré notre state. Donc certes, c'est gratuit, c'est open source. Maintenant, il faut en prendre soin parce que c'est quand ça va pas que ça devient vraiment utile. Ok, maintenant qu'on sait observer nos applications, on va les connecter. Donc, pour ceux qui connaissent le monde Kubernetes, techniquement, vous avez déjà beaucoup de YAML, vous allez garder tout ce YAML-là et vous allez ajouter du YAML en plus. Donc, il y a du YAML Kube et le YAML Istio. On va en voir quelques-unes. En fait, Istio va vous amener quelques nouvelles primitives. La première, c'est le virtual service. Donc là, vous avez la définition de la doc. Moi, le virtual service, en fait, j'aime bien, puisqu'on parle de proxy depuis le début, j'aime bien le décrire comme en fait, la description de comment va être routé le trafic quand il sort de mon pod et qu'il va vers l'extérieur. Et donc ça, c'est la notion de virtual service. Et donc forcément, vous imaginez bien, il y a son pendant, le destination rule, quand le trafic arrive sur mon proxy et donc doit router à l'intérieur de mon subset. Et donc ces deux éléments-là, si on les met côte à côte, on va pouvoir voir en fait que ce qui est à gauche, la destination host UI qui est à gauche, pointe vers le destination rule qui est à droite, et le subset qu'on définit match aussi ce qui est à droite. Donc ça, ce sont les deux primitives quasiment principales. Après, il y en a d'autres. On parle de microservices au sein d'un cluster et de communication, mais je ne sais pas vous, mais généralement, les clients, ils ont des besoins où vous avez besoin en fait d'exposer des services à l'extérieur. Le business, il se fait en exposant vos services. Et donc, dans Istio, il y a une notion de gateway. Alors, techniquement, ce n'est pas compatible avec l'ingress officiel de Google. C'est de Google et de Istio d'ailleurs. Ce n'est pas et de Kubernetes, pardon. C'est juste une autre implémentation qui va permettre de faire plus de choses. Donc, ça va vous permettre en fait de déployer un proxy tout seul. Cette fois-ci, il n'aura pas d'application à côté, il sera tout seul et il sera mis à l'extrémité de votre cluster. Et il pourra aussi en avoir un pour l'égress, ce qui est super pratique quand vous avez besoin de faire de la vérification de trafic sortant sur des VPC, ce genre de choses. Vous pouvez mettre des égresses sur des nœuds particuliers. C'est assez sioux à faire, mais très pratique. Et donc, vas-y. Et donc voilà. Donc maintenant, on sait comment connecter nos différents services avec Istio. Et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir ajouter des features et justement contrôler un peu plus la partie réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, avec Istio, peu importe le maillage en fait de vos microservices, ce qu'on vient de voir avec Kevin, c'est les primitives essentielles et on peut tout faire. Et c'est là que c'est vraiment bien parce que vraiment, il y a quoi? Il y a 3 YAML qui font quelques lignes chacun et on peut faire énormément de choses avec ça. Ce qu'on vous a caché sur les slides précédentes, c'est le petit match là à gauche. Il y a d'autres mots-clés, hein. Mais c'est en tout cas sur un virtual service, on va dire sur ce virtual service, quand tu vas aller taper sur ce microservice, pour l'instant, tu vas matcher vers rien de spécial. Et donc, en fait, toutes les requêtes vont passer. Mais en fait, on va pouvoir configurer ça et dire je veux une partie des requêtes, je veux tel type de requête avec tel verbe HTTP, etc., etc. On va le voir juste après. Et donc, en fait, ce qu'on va voir ici, c'est le go-to-production flow. C'est comment est-ce qu'on met en production une application Kubernetes avec Istio de manière beaucoup, beaucoup plus fiable que ce qu'on peut faire avec un cluster Kubernetes basique, en fait. Et on va commencer par le traffic mirroring. Alors, si vous voulez notre avis, c'est le meilleur moyen de tester une version de votre application, une nouvelle version. C'est le meilleur moyen parce que vous allez tester avec du trafic de prod. Vous allez tester avec du vrai trafic. Ça, rien ne vaut des millions d'utilisateurs qui utilisent votre votre application par rapport à, je sais pas, des VM que vous allez configurer pour faire du end-to-end, par exemple. Et ça va être possible très facilement avec Istio.
tout simplement en définissant un mirror. Donc vous allez dire, en fait, je veux que sur le service qui va s'appeler UI, et ben je veux mirrorer mon trafic, c'est-à-dire que quand j'ai une requête qui arrive, et ben je vais la dédoubler et je vais l'envoyer vers une V2. Et donc c'est du fire and forget, donc en fait l'utilisateur qui fait cette requête, ce sera invisible pour lui puisque la requête part, lui il voit toujours sa V1, et en fait il s'avère que sa requête est dupliquée vers une V2. Ce qui nous permet de regarder en fait après dans notre version 2 les logs et regarder si on est sur du succès, sur des erreurs et vraiment observer le comportement de notre applicatif en prod, quoi. Et vraiment c'est ce qui permet d'avoir une vraie idée de comment se comporte l'application. Ce qu'il faut faire attention dans ces cas-là, c'est que faut essayer un petit peu de penser à notre application pour que si à la fin ça se termine en insert dans une DB, et on ne veut pas dupliquer l'insert dans une DB. Donc, il faut un petit peu penser à notre application pour être résilient à ce genre de use case. Néanmoins, si vous êtes en mesure de faire ça, vraiment, c'est le Graal. Vous allez être vraiment serein quand vous allez déployer votre V2. Et donc maintenant qu'on sait que notre appli sait encaisser du trafic, et du vrai trafic, pas du trafic simulé, on va pouvoir passer sur un mode de Canary Deployment. Donc Canary Deployment, je ne sais pas si vous connaissez par exemple Chrome Canary, c'est une version qui va être plus à jour que votre version de Chrome standard et que vous allez choisir d'installer. Et bien là, c'est pareil. Sur une condition trafic, vous allez pouvoir dire, je veux accéder à la nouvelle version juste par un header HTTP. Donc là, c'est ce qu'on a choisi. Si le header version est égal à bêta, et au final, ça va router vers le version V2 bêta. Donc là, c'est ce qui va se passer dans le trafic. Le service backend va appeler le V1 ou V2. Donc là, techniquement, il n'y a plus de mirror entre les deux. C'est juste l'un ou l'autre. Mais techniquement, ça vous permet d'envoyer de donner l'information à certains pour pouvoir leur dire, ceux-là, tu routes le trafic que vers la nouvelle version. Et comme ça, on va pouvoir analyser avec du vrai trafic de prod et sans pour autant avoir les blocages de, par exemple, on retire l'insert BDD. Là, vous pouvez faire de l'insertion BDD puisqu'il n'y a plus de mirroring entre les deux composants. Donc, on va suivre que tout marche et ensuite, on va pouvoir se dire, allez, c'est bon, on a reçu du trafic en mirroring, on a reçu une partie du trafic, on peut aller en prod. Dans Cube, il y a une méthodologie, c'est le rolling update qui est super. Ça va vous permettre de... vous dites, tiens, voilà, c'est la nouvelle version de mon appli et en X minutes, en fonction du temps de démarrage de vos applis, vous pouvez avoir tout qui est mis à jour. Désolé, de mon point de vue, avoir un rolling update qui se termine en 5 minutes, passer de la V1 à la V2, c'est trop brutal. Et avec Istio, ce que vous allez pouvoir faire, c'est du traffic splitting. Donc, juste avec un petit élément dans l'YAML qui s'appelle wait, vous allez pouvoir dire, voilà, ma V2, tu lui envoies 10% du trafic et ma V1, tu gardes 90%. Donc, ce qui va se passer au niveau des graphes, vous imaginez bien, le trafic va être splitté entre l'un et l'autre. Et au final, vous allez continuer à monitorer le système, à suivre si tout se passe bien. Et ensuite, vous allez jouer avec des potards pour dire on passe de 90-10 à 50-50, puis jusqu'à le Graal, c'est 0% sur la V1 ou 100% sur la V2. Et vous pouvez aussi choisir de se dire, pendant cette livraison-là, finalement, c'est pas bon. On a une régression, on a un truc qui ne va pas, on rebascule sur la V1. Et donc, toutes ces fonctionnalités-là, que ce soit le mirroring, le canary ou le traffic splitting, ça va vous permettre, en tout cas de mon point de vue, d'avoir une release avec aucun downtime qui soit safe en prod. Et quand je dis aucun downtime, c'est très important parce que dans le monde Cube, on allume et on éteint des applications. Là, ici, nos applications sont restées up tout le long. À la fin, c'est juste V2 qui reçoit 100% et V1 qui ne reçoit plus de trafic. Donc, ça veut dire que grâce à ça, on peut ne plus avoir aucun downtime. Et donc, avec tout ça, on est en train de faire en sorte que notre application elle soit prête pour la prod, combat ready. On va pouvoir faire encore plus de choses derrière. C'est ça que ça devient très intéressant puisqu'on va pouvoir empêcher, prévenir les erreurs. Prévenir les erreurs sous la forme de... par exemple, avec du retry. Combien de fois, entre vos microservices en Go, en Java, en Node.js, en ce que vous voulez, vous avez dû implémenter du retry sur tel endpoint parce que vous savez que de temps en temps, il répond du 503. Ou de temps en temps, il répond comme ça et il n'y a pas vraiment de raison, on veut juste retry 1 ou 2 fois. Et là, avec Istio, c'est super simple. 3 lignes de YAML. On dit que on va essayer de retry pendant
3 fois. Et donc, dans notre application, elle fait son appel. Le proxy s'occupe de faire un premier essai, un deuxième essai, et hop, un troisième essai, et c'est bon, on est passé, l'application continue. Et ça, c'est hyper intéressant parce que vous venez d'implémenter du retry avec 3 lignes de YAML, et c'est finalement ce retry, votre application métier, elle s'en fiche. Vous, ce que vous voulez, c'est faire votre métier et pas dépendre de l'architecture microservice de votre application. Et donc ça, Istio va vous le permettre. On va également pouvoir injecter des erreurs. On parlait tout à l'heure c'est ce qu'on appelle du chaos engineering. On va pouvoir injecter, en fait, pareil, avec quelques lignes de YAML, des erreurs. Là, vous voyez, %10, 10% du temps, tel endpoint search va répondre, tel service search, pardon, va répondre une 400. Et on va pouvoir regarder comment notre application se comporte vis-à-vis de ce genre d'erreur. Et on va pouvoir mettre du délai, par exemple. Vu que tout est géré au niveau des proxys, en fait, on fait un petit peu ce qu'on veut. Et c'est super pour vraiment tester la résilience de notre application. Donc, sujet suivant, le 4e des 4 grands pans, c'est sécuriser les choses. Puisqu'on a la main sur le trafic, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut pour augmenter le niveau de sécurité. Fini le temps de la sécurité périmétrique où on met des murs autour de nos machines et on se dit à l'intérieur, c'est safe, donc on fait du HTTP. Là, vous allez pouvoir, avec Istio, mettre du mutual TLS qui va vous permettre directement de connecter différentes applications entre elles. Mais ça, si on met du mutual TLS au niveau applicatif aujourd'hui, si vous faites du Java, du JavaScript, du Go, c'est super chiant à mettre en place parce que chacun implémente ça différemment. Il faut aller lire les specs de chacun. Moi, j'ai même des bouts de des microservices, on les appelle comme on veut. C'est 3 lignes de shell pour faire un appel curl. J'ai pas envie de me taper la doc de curl pour faire du mutual TLS. Et donc, de ce fait, on va pouvoir directement l'activer au sein d'Istio. Et l'avantage aussi pour les devs, encore une fois, on se focus sur la valeur. Et donc, côté dev, il arrivait très souvent, et je l'ai eu en code review, que les devs désactivent le mutual TLS et qu'au final, on n'ait pas l'information et que ça arrive en prod alors que ça n'aurait pas dû. Donc, des fois, là, l'avantage, c'est que c'est l'infrastructure qui vous sécurise et c'est plus votre code. Donc, si on regarde comment ça se passe, c'est juste encore 2 bouts de YAML. Donc, un que vous n'aviez pas encore vu, le peer authentication, qui va juste vous dire, là, tu définis que dans ce namespace, tu es en MTLS strict. Cool. Et à droite, c'est une destination rule qui est un peu particulière, qui utilise un wildcard, qui va dire tout ce qui est dans ce namespace, tu vas surcharger toutes les destination rules de ce namespace par traffic policy, TLS, mode, Istio mutual. Et donc, grâce à ça, ce qui va se passer, c'est que le composant IstioD, et donc sa partie citadelle, va déployer sur les proxys un certificat qu'elle va faire tourner en plus, et ces proxys vont utiliser ces certificats pour parler entre eux. Et donc, ça va être chiffré dans les 2 sens en plus, et ils vont même utiliser ces certificats pour se reconnaître entre eux, donc pour être sûr qu'il n'y ait pas du man in the middle dans les requêtes. Et ça, vous l'avez built-in avec Istio. Ensuite, une autre fonctionnalité que je vois et qui est extrêmement pratique, étant donné qu'on a un proxy, on peut lui faire porter un tout petit peu de logique. Alors, il ne faut pas lui faire porter du métier, mais par contre, on peut déporter des choses qui nous seraient utiles. Donc, par exemple, l'authentification et l'autorisation. Donc, si on regarde, encore une fois, avec un bout de YAML, on va pouvoir déclarer un issuer. Donc, techniquement, vous avez un keycloak, vous avez du Google, vous avez un système d'authentification qui va vous fournir un token JWT. Vous créez ce YAML, vous déclarez l'issuer JWKS URI. Ça, vous l'appliquez dans le namespace d'Istio d'ailleurs. Et ensuite, vous allez pouvoir appliquer une règle. Donc, il y a une authorization policy. Donc, je vais la lire du bas vers le haut. En fait, tous les tokens JWT vont être checkés. Et si le claims contient contient customer, vous allez autoriser les get sur /orders étoile sur toutes les applications qui ont le label app en UI. Donc ça, ce qui va se passer, c'est que si on le regarde, votre proxy va recevoir une requête avec un token JWT, il va décoder le token et il va regarder le groupe. Le groupe a customer, c'est bon, on passe. Par contre, si le groupe est à autre chose, là, il refuse, il renvoie une 403 et la personne n'a pas le droit d'accéder à ça. Et donc, vous n'avez plus besoin, au sein de votre application, de porter une logique de décodage de token JWT pour faire ce genre de choses. C'est built-in, encore une fois.
Donc, si on regarde en fait tous les sujets qu'on a vus, ça va vraiment vous faciliter la vie. D'observer, connecter, contrôler, sécuriser vos applis, il faut que ce soit l'infrastructure qui porte ces concerns-là et que votre application puisse se concentrer sur le métier et que ce soit la charge des ops et des personnes qui gèrent tout ça de bidouiller et faire que tout marche sans avoir à recompiler les applis pour avoir ce type de comportement. Et on va pouvoir aller au-delà. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. C'est que vous avez peut-être entendu déjà parler de WebAssembly. Alors, WebAssembly, c'est une cible de compilation pour différents langages, que ce soit du C++, du Rust ou du Go. Et en fait, comment ça marche avec Istio, cette affaire, c'est que vous allez pouvoir intégrer des modules WebAssembly directement dans les proxys Envoy et ajouter du comportement custom pour répondre à vos besoins. Par exemple, vous voulez extraire directement des rôles de votre token JWT. Et ben, vous allez pouvoir écrire ça en Go, en Rust, en ce que vous voulez, le compiler vers WebAssembly et en fait le faire porter par les proxys. Ce qui fait que une fois que vous les avez extraits, vous les mettez dans un header et votre application, elle s'occupe même plus de connaître le token, elle reçoit juste des headers avec le rôle qui va bien. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et vous allez pouvoir partager aussi via le WebAssembly Hub ces différents plugins. Je vous parlais d'extraction de rôle de JWT, bah, c'est un plugin WebAssembly pour Istio, justement. Et bah, c'est super. Oui, Istio, comment est-ce qu'on démarre? Et bah, tout simplement avec IstioCTL. On fait IstioCTL install, ça fait à peu près tout. Bon, partez pas en prod avec ça, hein, avec le mode démo. Configurez bien prenez le temps de configurer votre Istio et votre cluster cube, c'est pareil pour Kubernetes. Hein. Mais voilà, vous avez l'outil en ligne de commande à la kubectl, vous avez IstioCTL. Vous avez également un opérateur Kubernetes, hein, un petit kubectl apply, et c'est parti, on démarre. Et en fait, plus de 400 paramètres. Hein. On a vu tout à l'heure Jaeger qui allie et Grafana. Vous avez également toute la partie, tout le paramétrage d'Istio. Enfin, il y a pas mal de choses. On peut vraiment faire du custom. Donc, vous pouvez utiliser ces paramètres ou partir avec les 4 profils par défaut. Ne partez pas avec le profil démo, encore une fois. Mais voilà, les quatre modes classiques d'utilisation d'Istio qui vont vous permettre de démarrer. Et si vous voulez démarrer de manière encore plus smooth, plus simple, il y a GKE. Donc, Alexis en a parlé. Sur GKE, aujourd'hui, créer un cluster cube, c'est un clic. Donc, certains opérateurs en rêvent de pouvoir faire ça. Au final, dans GKE, vous avez même Istio qui peut venir. C'est une fonctionnalité installée par Google en automatique et qui, Google, mettra à jour votre Istio en plus du Kubernetes à jour quand ce sera nécessaire. Donc ça, c'est une super fonctionnalité et ça vous permet de travailler avec. Mais ensuite, il y a maintenant Anthos. Et donc là, dans l'offre Anthos, il y a l'Anthos Service Mesh, qui est la version sous stéroïde de la version Istio GKE, qui va vous fournir énormément de choses. Donc si on regarde, vous allez avoir accès à des dashboards extrêmement poussés et qui vont mettre à disposition pas que les données d'Istio, mais les données de tout votre cluster et de tout ce que vous avez même sur GCP. Donc au final, si vous avez des choses qui tournent en dehors de Kubernetes, vous allez pouvoir même corréler les choses à l'intérieur de ces dashboards. Ils sont très complets et il y en a même certains où j'ai encore du mal quand on me les explique, celui du bas ici, à comprendre vraiment ce qu'ils font, mais techniquement, des retours d'ops, ce qu'ils me disent, c'est que c'est génial parce que la complexité pour eux, d'habitude, c'est de récupérer la data. Là, c'est récupérer et sorti du cluster par les équipes côté Google, donc en automatique pour vous, et injecté dans ces produits. Donc au final, vous n'avez plus à gérer de state. Et donc ça, c'est super pratique. La plus grosse complexité, en fait, ça reste de monter les graphes. Ensuite, il y a les traces distribuées. Donc ça, c'est s'il y a une chose à avoir et qui fait partie de l'observabilité, c'est bien ça qui est super pratique, c'est d'avoir des traces qui vont vous dire que tel microservice a appelé tel autre microservice. Et en plus, il arrive à vous mettre les logs à l'intérieur. Comme ça, si vous avez un log, vous savez à tel endroit, ça a logué ça juste avant d'appeler tel autre truc. Et ça, le nombre de bugs de prod que j'ai réglés grâce à ça, et je pense que si je ne les avais pas eus, j'y serais encore. Donc ensuite, dans la partie Anthos, est mis à disposition donc l'Anthos Service Mesh et donc
plein d'alternatives à ce que Kiali montre en mode open source. Donc, ça va vraiment être la capacité de voir directement dans la Cloud Console la topologie globale de votre cluster et de vos microservices. Et vous allez pouvoir fouiller dedans. Parce que c'est hyper interactif et vous allez pouvoir creuser pour voir, tiens, dans ce déploiement, combien j'ai d'instances, combien j'ai d'éléments, le nombre de requêtes secondes qui passent, voire même analyser la qualité du trafic entre deux microservices. Et ça, vous allez pouvoir le faire via la ligne de commande. Vous allez pouvoir le faire aussi via l'IHM Web. Donc, vous faites des kubeapply par votre CI pour lancer le mirroring de trafic et vous allez de suite avoir une visualisation dans votre console GCP. Donc, ce sera très pratique, très utile et franchement, ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite quand on l'utilise. Et donc, dernier élément, ça c'est le Graal au niveau SRE, donc Site Reliability Engineer. Donc, c'est la méthodologie d'application des méthodes d'ingénierie pour faire de la prod. Et en fait, là-dedans, il y a plusieurs métriques. Il y a le fameux SLO et SLI. Donc, le SLO, c'est l'objectif. Le SLI, c'est l'indicateur. Donc, par exemple, on va se mettre un SLI sur un endpoint et dire, ce endpoint, c'est le endpoint sur /foo/bar. Et notre objectif, c'est que celui-ci réponde en moins de 500 millisecondes. Et dans la Cloud Console, vous allez pouvoir décrire cet élément-là. Et au final, la Cloud Console va vous dire, tiens, là, ça fait 5 releases que tu fais et tu commences à avoir des performances qui réduisent. Et donc, tu atteins ton objectif et potentiellement, va falloir améliorer la perf. Et donc, grâce à ça, vous allez avoir quelque chose qui va vous donner de l'information, des retours et un feedback extrêmement rapide sur la qualité de vos applications et derrière, vous permettre de choisir quelles sont les évolutions à faire par rapport à la prod et non simplement sur du doigt mouillé ou de l'estimation en regardant simplement le code en se disant ça marche pas très bien. Et donc, avoir une intégration aussi avancée est vraiment extrêmement pratique pour pouvoir travailler au jour le jour et surtout éviter de construire des dashboards extrêmement compliqués à gauche, à droite. Là, vous avez encore une fois tout au niveau de la Cloud Console. Donc, dans le temps qui nous était imparti aujourd'hui, c'est la majorité des choses qu'on pouvait vous présenter. J'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez découvrir ça un peu plus en profondeur, nous effectuons la semaine prochaine, sur quasiment le même créneau horaire, c'est 14h-17h, un workshop de 3 heures sur Istio. Donc, vous pourrez prendre en main les éléments qu'on a montrés et jouer avec pendant 3 heures avec nous pour vous aider si nécessaire. Donc, en tout cas, encore une fois, merci à vous. Merci à Alexis d'être venu. Et si vous avez des questions, nous sommes tout oui. C'est maintenant. Bonjour, j'ai une petite question. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais. Si. Ouais. Vous préconisez quoi pour du multicluster avec Istio? Il y a 2 façons de faire. Et je vous avouerai que je ne sais pas laquelle le plus prendre par rapport à l'autre. Alors, ça va dépendre de tes besoins, comme à peu près toutes les réponses logiques en informatique. Alors, je vois les solutions. Tu as le multi-control plane et tu as le mono-control plane qui sous-traite à des control planes différents. Ça va vraiment être en fonction de la topologie même de tes projets au sens cloud provider, si tu le fais sur une partie cloud. Certains aiment bien avoir la main sur le master plane, donc sur un élément unique et pouvoir gérer des choses à ce niveau-là. Donc, un cluster qui ne sert qu'à porter le control plane d'Istio. D'autres préfèrent dupliquer et avoir les éléments à plusieurs endroits. Je pense que ça va vraiment être en fonction des besoins et potentiellement même de la performance, parce qu'avoir un control plane distribué peut être pratique si tu travailles aux 4 coins de la planète, alors que si tu en as un unique, potentiellement tu peux avoir de la latence. Donc, je pense que c'est à tester et en fonction de des besoins que tu peux avoir un choix qui va aller vers un autre. Aujourd'hui, c'est en train de se simplifier côté Istio, donc il faut peut-être aussi regarder ce qui est prodigué avec la 1.5, 1.6. Ces scénarios-là commencent à devenir un peu moins nécessaires. Je ne dis pas qu'ils disparaissent, mais ça peut être des choses qui se jugent en fonction aussi de la version d'Istio. Merci. Si une autre question, n'hésitez pas. Bonjour. Petite question sur Kiali. Vous parliez principalement du trafic HTTP. Ça gère d'autres types de transports ou, enfin voilà, quelles possibilités il y a? Alors, sur Kiali ou en général? Enfin, Kiali et peut-être même dans l'écosystème Istio. Enfin, en gros, parce que dans vos présentations, c'est principalement, enfin, uniquement du trafic HTTP. Je voulais savoir s'il y avait d'autres transports ou pas.
Alors, gRPC est bien sûr supporté et en fait, c'est tout ce que va supporter plus ou moins nativement Envoy. Donc, au final, tu peux même aller jusqu'au trafic TCP. Après, tu auras moins de paramétrage d'observabilité puisqu'on retombe sur des couches tellement basses avec le TCP qu'on a plus de difficultés à injecter, par exemple, des headers XB3 pour pouvoir faire de l'observabilité. Mais factuellement, tu peux avoir du TCP standard avec Istio et on le fait même avec depuis peu d'ailleurs, c'est mieux supporté par rapport à du Kafka et à des brokers de messages qui ne sont pas sur du HTTP standard. Ok, ça marche, merci. Et rien ne t'empêche, hein, on parlait de WebAssembly tout à l'heure, c'est de faire ton plugin puisque tu as besoin de dialoguer différemment. Bon, après, ça demande un certain investissement, mais ça peut être le cas si ça répond vraiment à ton besoin métier. Ok, ça marche. Ouais, ça peut être l'occasion de faire un peu de Rust, quoi. C'est ça, typiquement. Alors après, il faut bien vérifier la compatibilité parce que normalement, dans l'extension mode de Envoy, tu peux altérer des requêtes et en déclencher en parallèle, mais je ne suis pas sûr que tu puisses prendre en compte des nouveaux formats. C'est à Ouais. voir. Ok. Puis Il améliore beaucoup. Il faut voir si tes développeurs sont compatibles avec Rust aussi. Oui, ça c'est clair. Ça, c'est une contrainte importante. Ça marche, merci. Merci à toi. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur la partie Istio ou peut-être sur la partie d'introduction auprès d'Alexis. J'ai une question parce que j'ai une information qui date vieille de 2 ans. Lorsque Istio est sorti, j'avais entendu dire que Istio avait quand même un certain impact sur la latence des requêtes et tout ça, que ça allait s'améliorer avec le temps. Donc cette info date de 2 ans. 2 ans sont passés, donc maintenant, est-ce que le temps a fait ses preuves ou pas? Donc elle était vraie cette info. Oui, alors en fait, il a un impact forcément, hein. Tu mets un système au milieu, donc ça veut dire que tu as forcément une initialisation de connexion qui va se faire vers le proxy et du proxy vers ton application. Malgré tout, ton application se trouve toujours sur la même node et elles font une communication avec le proxy en direct, en mode localhost. Donc celle-ci, elle est très rapide, mais par contre, tu auras un impact, mais qui s'est énormément amélioré depuis le temps, depuis les premières versions d'il y a 2 ans. Et aujourd'hui, hormis si tu es dans des domaines d'activité où le millième de seconde compte, c'est sûr que tu vas potentiellement avoir des problèmes avec Istio et avec ce relais, ce proxy au milieu. Mais par contre, des mesures que j'avais fait, on était entre 5, 8 ou 10 millisecondes d'impact sur les cas standards. Et après, il faut juste aussi sizer correctement son cluster. Alors, depuis la 1.2, ils ont énormément amélioré la perf dans Istio. Donc, au final, même s'il y a assez de ressources sur les proxys et au niveau du control plane, normalement, tu n'auras pas quelque chose qui devrait gréver tes performances. Mais en temps normal, aujourd'hui, maintenant, j'ai des choses qui sont très proches du comportement standard et juste le fait de faire l'aller-retour, je te dis, c'est quelques millisecondes que j'ai constaté. Ok, 5-10 millisecondes, c'est pas trop impactant quand on fait du site web, du e-commerce, des choses comme ça. Exactement. Ça va. C'est pas du jeu vidéo, voilà, c'est pas du jeu temps réel en ligne, donc c'est très bien. C'est ça. C'est ça. Mais après, tu vas pouvoir avoir, quand tu vas être sur certains modèles, et je laisserai la parole après, tu peux de toute façon, quand tu es sur ce type de modèle, peut-être avoir des connexions qui sont plus performantes que du HTTP. gRPC, par exemple, va te permettre de ne pas réouvrir la connexion à chaque fois et donc avoir quelque chose de peut-être plus performant quand tu en auras besoin. C'est ce que j'allais dire. Et puis, au fond, il faut tester, il faut bencher, en fait, au vu de ton application et qu'il y a derrière, si effectivement t'es déjà écrit entre guillemets en C++ en Rust à très bas niveau et que là tu dialogues avec un proxy qui est en C++, oui, ça peut jouer. Si derrière tu as une application, je sais pas, en Python, en ce que tu veux, à un peu plus haut niveau, bah le problème tu le verras même pas. Après, moi, ce que j'oriente surtout quand on me pose cette question, c'est par rapport au business. Tu l'as dit, en fonction de ce que tu fais, et je pense principalement à ceux qui travaillent dans la pub, où ils doivent répondre en moins de 100 millisecondes à une enchère pour afficher une pub sur un site web. Bah, c'est sûr que si tu te prends 10 millisecondes, bah, ça veut dire que tes trucs derrière, ils doivent être 10% plus rapides parce qu'il faut que tu saches rattraper ce que la latence intermédiaire va t'amener. Mais après, si tu es dans d'autres contextes, bah, c'est des choix à faire. Ok, merci. Merci à toi. D'autres questions? N'hésitez vraiment pas.
Une petite question un peu à part, je voudrais me lancer sur Knative et j'ai cru comprendre qu'il fallait d'abord installer Istio. Alors, est-ce qu'il y a des choses à savoir par rapport à la configuration de Istio où on fait juste un Istio CTL install et puis on roule ma pool et on installe Knative? Alors, pour l'avoir utilisé, normalement, même, il me semble que dans la doc de Knative, tu as les indications avec le profil. Après, ça dépend si tu dois faire de la prod, hein, forcément. C'est l'install. Je pense qu'il y a peut-être même un profil maintenant sur Knative, c'est à regarder pour pouvoir installer juste le strict minimum. Après, il faut voir ce dont tu as besoin et à savoir, moi j'aime beaucoup Istio forcément, mais il existe aussi des alternatives dans Knative qui te permettent de travailler peut-être avec quelque chose qui aura un impact ou une importance et qui pourra faire moins de choses, mais qui peut être compatible avec Knative. Donc, c'est à voir en fonction des besoins. Mais Istio, en tout cas, dans son mode d'install Knative, il me semblait, il y a eu récemment une présentation Knative auquel j'ai assisté. Il me semblait que maintenant, tu avais même quasiment le preset, le profil qui va bien pour démarrer. Ok, super, ça marche, merci. C'est à regarder. Et si tu as des retours, je suis preneur, parce que ça me permettra aussi de... Donc, n'hésite pas, Twitter ou autre. Très bien, merci. Merci. Bon, il est quasi... Ouais, il j'allais est dire, quasiment 16h. si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, pareil, hein, Twitter, sur le Meetup ou ailleurs, à nous recontacter. On se fera un plaisir de vous répondre. Si vous voulez bosser avec nous, si vous voulez nous rejoindre, pareil. On l'a déjà dit, mais ça fait pas de mal de le répéter. Et bon, bah, merci Alexis hein, Oui. d'être avec Grand nous. merci. Ça donne vraiment un super contexte à notre présentation et à la globalité, on va dire, du truc. Et bah, il me reste juste à vous dire, vous souhaiter une bonne fin de journée, de vous dire à bientôt. Restons en contact. Et on donne un TP la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est sur Meetup. Oui. Merci, au revoir. Bravo, merci. Salut, merci.